Bien bonjour, cher sage, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons aborder euh, le cours sur les 21 cours Bitcoin. Voilà, on va parler des 21 cours, mais on va le parler succinctement, voilà, en résumé. Donc, ça va être fait très rapidement pour que vous n'ayez pas à beaucoup avoir d'informations qui vous saoulent. Voilà, ça c'est destiné pour les étudiants qui vont apprendre. Vous avez la possibilité d'être accompagné sur toutes les questions que vous allez devoir poser. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est l'argent magique d'Internet. L'argent magique d'Internet, c'est quoi? L'argent magique d'Internet, c'est Bitcoin en général. C'est Bitcoin parce que c'est la première monnaie euh, 100% opérationnelle qui existe sur Internet, c'est-à-dire qui n'a pas besoin qui n'a pas besoin d'être imprimée physiquement. C'est la première monnaie et qui n'a pas de valeur imprimée. Voilà, qui n'a pas de valeur imprimée. Sauf si vous ressortez un code QR, un QR code, c'est la seule chose que vous pouvez sortir imprimable et qui contient de l'argent, Bitcoin à l'intérieur. C'est seulement sous cette forme-là que vous pouvez avoir Bitcoin en tant que quelque chose d'imprimé. Mais en règle générale, c'est des transactions qui vont de smartphone en smartphone. Voilà. C'est uniquement destiné pour ça. Donc, le premier chapitre, c'est l'argent magique d'Internet, c'est Bitcoin. Voilà. C'est un document qui a été publié en 2008. Voilà. Qui a été publié en 2008 et qui contenait 9 pages qui expliquaient comment le produit ou comment le logiciel allait fonctionner sur Internet. Et il y a eu des développeurs en 2009 qui ont étudié le projet, qui ont décidé de travailler là-dessus pour rendre ce projet viable sur Internet. Donc ça a permis en sorte que aujourd'hui, en 2024, ça fait 15 ans d'existence pour Bitcoin. Et ces 15 ans d'existence, normalement, ça fait 16 ans d'existence parce que c'est depuis 2008 que le livre a été publié et ça a eu un an où les gens ont pu lire le document, étudier le document et se mettre à réfléchir là-dessus et en fin de compte passer au niveau développement. Donc, 2008 jusqu'en 2011, le fondateur de cette monnaie, qui est Satoshi Nakamoto, était encore disponible sur le réseau, sur le Bitcoin Talk. C'était une messagerie destinée aux développeurs, bon, un groupe de développeurs, et ceux-là qui travaillaient sur le développement de Bitcoin. Et lui, il a permis de répondre à toutes les questions et de donner la vision de comment Bitcoin devait fonctionner. Et c'est sur sa vision que les développeurs ont travaillé Bitcoin jusqu'à aujourd'hui. Même s'il y a certains qui essaient d'aller un peu dans l'autre sens pour proposer des solutions innovantes, mais Bitcoin garde la même ligne directrice du départ, c'est-à-dire fournir un service monétaire peer-to-peer, c'est-à-dire personne à personne, sans tierce, voilà, un système décentralisé, très robuste, très sécurisé, voilà, et qui permet en sorte que les gens puissent transférer de la valeur partout dans le monde, avec n'importe qui dans le monde, sans pour autant tenir compte d'heures d'ouverture et de fermeture. Donc, Bitcoin, c'est ça, c'est dire que vous avez un moyen de transfert de valeur qui vous permet de transférer de la valeur partout dans le monde sans pour autant tenir compte de l'heure d'ouverture. Il vous suffit d'avoir une connexion, un smartphone, voilà, et de pouvoir transférer de la valeur n'importe où sur cette terre. Et voilà un peu la première chose, voici pourquoi on dit c'est l'argent magique d'Internet. C'est quelque chose qui n'était pas possible avant. C'est devenu possible depuis 2009, 2010. Il y a eu la première transaction,
voilà, une pizza qui a été achetée pour 10 000 bitcoins, voilà, parce que bitcoin à cette période-là ne valait rien, c'était 0,003 dollars, c'était 0,0003 dollars, quelque chose comme ça, donc il fallait 10 000 bitcoins à un programme, à un informaticien pour acheter une pizza. Donc il a acheté cette pizza avec 10 000 bitcoins. Et aujourd'hui, la pizza coûte plus de 200 et quelques millions de dollars. Donc c'est quelque chose de fou, voilà, à imaginer que quelqu'un a dépensé 200 et quelques millions de dollars pour acheter une pizza. Voilà, c'est complètement fou aujourd'hui. Mais lui, il voulait marquer l'histoire. Il voulait acheter une pizza. Mais il l'a acheté sans s'en rendre compte que 15 ans plus tard, ou encore pas 15 ans, 14 ans plus tard, cette pizza-là, ces 10 000 bitcoins qu'il a dépensé pour acheter cette pizza, coûtait désormais 200 et quelques millions de dollars. C'est ça la folie de Bitcoin, c'est de vous amener à un niveau où vous ne savez pas vraiment comment mesurer la portée de cette technologie. Et aujourd'hui, les gens se disent que Bitcoin a déjà atteint son niveau le plus élevé de développement et de valeur. Je viens vous annoncer que c'est faux. Parce que Bitcoin n'est qu'à ses balbutiements, c'est encore au début. On n'est pas encore à 1 milliard d'utilisateurs, voilà, de cette monnaie. On est encore dans les 500 millions et quelques. Voilà, donc, vu que nous sommes dans les 500 millions et quelques, voilà, il y a encore de la place pour que Bitcoin atteigne des valeurs démesurées. Donc là, ce n'est que le début. Mais ça va aller plus lentement que prévu. Voilà, tout comme ça peut aller plus vite que prévu. Il faut juste que chacun de nous puisse se mettre dans l'idée qu'il faut avoir cette réserve de valeur dans sa liste d'assets, sa liste de, comment je vais dire ça, de revenus passifs. Il faut avoir ça dans ta liste des revenus d'investissement. Pas investissement du genre trader, faire du trading, non. Vous achetez Bitcoin régulièrement, vous achetez Bitcoin régulièrement, vous achetez Bitcoin, c'est ainsi de suite. Maintenant, vous avez aussi d'autres monnaies qui sont là, d'autres monnaies numériques qui sont là, parce que Bitcoin, en 15 ans, il a fait réfléchir beaucoup de gens, beaucoup de développeurs sur l'écosystème. Et c'est ça qui fait un peu la beauté de la chose. Donc, j'ai beaucoup parlé sur Bitcoin. Bitcoin est décentralisé. Pour le chapitre 2, Bitcoin est décentralisé, donc personne n'est en charge de Bitcoin. Voilà. Pour le chapitre 3, qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est quelque chose qui vient depuis de très long, qui est né depuis des années. Voilà. L'argent, c'est quelque chose qui a été développé par l'espèce humaine, c'est pas Dieu qui a créé l'argent, sauf la matière naturelle, la ressource naturelle, le minerai qu'on appelle l'argent. Mais l'argent lui-même, le papier, c'est quelque chose qui a été créé par les banques centrales. Mais d'où vient l'argent? Voilà, vous avez un chapitre dédié à ça qui vous explique d'où vient l'argent. Parce que la magnifique réalité avec Bitcoin, c'est qu'il vous apprend tout. En fait, quand vous rentrez dans l'écosystème, vous apprenez tout sur Bitcoin. Et donc, dans ce chapitre, d'où vient qu'est-ce que l'argent? On apprend que l'argent a eu plusieurs formes. La valeur de transfert, la valeur d'achat de biens et de services a eu plusieurs formes. Il y a eu les cauries, voilà, la pierre caurie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été utilisées. Il y a eu le troc, il y a eu beaucoup de moyens, voilà. Mais le plus usuel, c'était les pierres cauries. C'était les grosses pierres qui étaient difficiles à déplacer. Voilà, donc c'était des pierres qui ont été utilisées, je crois, en Amérique latine, qui ont fait leurs preuves, qui étaient soutenues par la confiance. Voilà, parce que l'argent, c'est bel et bien moyen pour acheter des biens et des services, mais qui doit reposer sur la confiance des individus qui l'utilisent dans un rayon, dans un périmètre, dans une région précise. Donc, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas la possibilité d'acheter des biens et des services parce que chacun refusera quelque chose sur lequel il n'a pas de confiance.
Bitcoin vient pour briser ce concept de confiance sur la monnaie, sur l'argent. Bitcoin vient dire il n'y a plus besoin d'avoir confiance sur l'argent, il n'y a plus besoin d'avoir confiance pour acheter un bien et un service avec une monnaie ou quoi que ce soit. Avec Bitcoin, il vous suffit de vérifier. Il vous suffit juste de vérifier que c'est bien, le transfert a bien été effectué. C'est tout. Et pour vérifier, il y a un grand livre blanc, il y a un grand livre qu'on appelle la blockchain. C'est un gros registre qui enregistre toutes les transactions. Donc, si quelqu'un vous a dit j'ai acheté votre service, demandez juste à cette personne, montre-moi la preuve que tu as acheté mon service. Il va te donner le hash rate de sa transaction et toi, tu vas aller vérifier le hachage de sa transaction et ainsi de suite. Dès que tu as trouvé ça dans la blockchain, tu comprendras qu'il y a des confirmations qui seront insérées dans cette transaction. S'il y a des confirmations, plus de 3 confirmations dans sa transaction, c'est qu'il a bel et bien fait cette transaction. Mais s'il n'y a pas de confirmation dans cette transaction, c'est qu'il est en train de vous arnaquer et du coup, vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas livrer le service. Voilà. Tout comme quand vous achetez un service, si vous avez acheté le service et que la personne ne vous livre pas, envoyez la personne le hash rate de vos transactions et il va vérifier le hash de la transaction et une fois qu'il a vérifié le hash de la transaction, si la transaction a été confirmée, il va vous dire que la transaction est confirmée, ok, je vous livre. Et à vous pouvez réclamer à ce moment-là. Mais vous ne pouvez pas réclamer si le hash de votre transaction n'a aucune confirmation. Il faut d'abord que les fonds soient bien partis et confirmés. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, on doit toujours vérifier, on ne doit plus faire confiance pour vérifier. Parce qu'il y a un moyen de vérifier ces transactions. Donc, le nombre magique 21 millions. Pourquoi le nombre magique 21 millions? Pour créer la rareté dans un concept, pour rendre la monnaie solide, il faut la rendre rare. Si l'or est solide, c'est parce qu'il est rare, il est difficile à extraire et il arrive à épuisement dans les mines. Le monnaie qu'on utilise, voilà, je parle de vraies monnaies, le dollar, l'euro et ainsi de suite, je parle de vraies monnaies. Les monnaies qu'on utilise sont imprimables à volonté. Et l'excès d'impression de ces monnaies crée l'inflation parce qu'il y a plus de billets en circulation que de valeur ajoutée dans ces billets. Plus on imprime, plus le billet perd de la valeur. Vous voyez, on est passé à combien de versions de billets? De mon vivant, j'ai déjà assisté à 3 versions d'impression de billets. J'ai assisté à la première version du franc CFA par exemple, et j'ai assisté à la deuxième, et là j'ai vu la 3e version qui vient de sortir, les billets genre en plastique ou quoi. Donc on assiste à quelque chose qui est vraiment, je sais pas, qui est vraiment démentiel en fait. Les États jouent avec la valeur monétaire et c'est ce qui plonge le coût de la vie tellement haut et fait baisser la valeur de la monnaie. Donc le billet s'effondre, la valeur du billet s'effondre. En réalité, le billet n'est soutenu par aucune matière première, il n'est soutenu par rien. Le billet en lui-même, c'est un simple papier, tu le mets au feu, il s'allume, il se brûle, et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. Mais le billet n'a aucune valeur tant qu'il n'est pas adossé à une ressource naturelle. Aujourd'hui, ce qui fait en sorte qu'on utilise ce billet, c'est juste la confiance que les individus posent sur ce billet. Mais tout en ignorant que la confiance qu'on pose sur ce billet, il crée l'inflation et il crée la hausse du coût de vie. Voilà. Le coût de vie est tellement élevé et il continue à grimper parce que les billets qu'on utilise n'ont pas de valeur. Voilà. En eux-mêmes, ils n'ont pas de valeur. Donc, Bitcoin s'est vu bloqué à 21 millions. Le concepteur de Bitcoin a vu qu'il fallait bloquer Bitcoin à 21 millions tout simplement parce qu'il fallait donner de la valeur à Bitcoin. C'est-à-dire que plus on extrait Bitcoin, plus Bitcoin prend de la valeur. Plus on l'extrait, plus il prend de la valeur et ainsi de suite. Plus il y a des gens qui acceptent d'utiliser Bitcoin, plus Bitcoin prend de la valeur. À tous les niveaux,
de l'échelle de l'évolution de Bitcoin vers les 21 millions d'extraction de Bitcoin avec les fermes de minage, c'est-à-dire les ordinateurs qui sont dédiés uniquement pour exploiter la force de calcul de Bitcoin. Donc, avec tout ça, c'est pour permettre à Bitcoin de prendre de la valeur au fur et à mesure. Tous ceux qui ont mis leur machine à disposition, qui ont mis la puissance de calcul de leur machine à disposition pour extraire le Bitcoin, pour faire des calculs de probabilité, pour fermer les transactions dans un bloc, pour verrouiller les transactions dans un bloc et pour les confirmer avec leur machine, cela permet à Bitcoin de continuer à prendre de la valeur. Et plus il y aura des gens qui viendront utiliser Bitcoin, plus Bitcoin prendra de la valeur. Parce que Bitcoin, un seul Bitcoin est divisable en 1 million, en 100 millions de Bitcoin. Voilà, en 100 millions d'unités. Donc la plus petite unité de Bitcoin, c'est 1 Satoshi. Ce qui fait que quand on divise un Bitcoin par 100 millions, on obtient 1 Satoshi. Voilà, on obtient 100 millions de Satoshi. Ces 100 millions de Satoshi font un Bitcoin. Donc, c'est un peu ça, la magie de Bitcoin. Donc, le 21 millions de Bitcoin, c'est en gros, je crois bien, je ne veux pas raconter de bêtises, si on multiplie 100 millions fois 21, ça donne quelque chose comme 100 millions par 21, ça fait, on ajoute combien de zéros là? On ajoute un zéro, donc ça fait 2 milliards 100 millions de Bitcoin. Voilà, si je ne me trompe pas, bien sûr. Donc ça fait 2 milliards 100 millions de Satoshi. 2 milliards 100 millions de Satoshi. Donc c'est beaucoup pour Bitcoin. C'est-à-dire que si toute la Terre se mettait à utiliser Bitcoin comme monnaie, on est à peine 8 milliards aujourd'hui, on aura comme moyen monétaire 2 milliards 100 millions de Satoshi que chaque individu de la Terre pourra utiliser. Et ça aura une valeur vraiment énorme. Ça aura une valeur énorme parce que une unité, un Satoshi coûte toujours moins qu'un centime de dollar. Toujours moins qu'un centime de dollar. Donc, c'est que Bitcoin a une grosse valeur et a beaucoup de choses à apporter à la Terre que toute autre chose qui existe déjà comme moyen monétaire. Et au chapitre suivant, on va parler de la preuve de travail. La preuve de travail, voilà, c'est la POW, c'est POW. Donc, la POW, c'est quoi? C'est le simple fait de prendre ta machine ou d'acheter une machine NASX et de le mettre dans ta maison et de lancer le minage. C'est ça la preuve de travail. Il y a la proof of stake, c'est ce que la blockchain Ethereum utilise. Donc là-bas, c'est des monnaies, c'est de la crypto stockée quelque part. C'est le réseau qui décide de rassembler des monnaies et de les stocker dans la blockchain Ethereum et de rendre des services possibles pour qu'il y ait plus de cryptos stockés. Ça, c'est une
Donc, toutes les 10 minutes en moyenne, il y a un bloc qui est fermé. Il y a un bloc qui est verrouillé. Donc, je crois que c'est 200 000 transactions. C'est 200 000 transactions dans un bloc. Je crois que c'est ça. Donc, le nœud complet Bitcoin, voilà, c'est des machines qui sont faites pour enregistrer tout l'historique des transactions, voilà, qui ont été toute l'historique de la blockchain Bitcoin. C'est juste ça qu'il faut comprendre là-dessus. Et c'est ce qui permet de ne pas amener de la confiance dans le réseau et de juste avoir la certitude en vérifiant, voilà, c'est la consigne est tellement simple, nœud complet, et vérifier, ne faites pas confiance. Vérifier, ne faites pas confiance. Donc, plus de confiance, on vérifie. Tu as dit que tu m'as envoyé des bitcoins, je vérifie. Si c'est vrai, ok. Si ce n'est pas vrai, tu n'as pas envoyé. Donc, c'est ainsi de suite parce que le registre des transactions Bitcoin, il est open, voilà, il n'est pas privé. Donc, il est ouvert à tous. Et vous pouvez avoir un ordinateur chez vous et installer comment on appelle ça, installer un nœud Bitcoin pour voir les transactions. Et ça va vous permettre aussi, même à vous, de faire vos transactions et de les confirmer vous-même. C'est vraiment idéal. Voilà. Et d'utiliser un canal de transaction, c'est un logiciel qu'on installe dans votre ordinateur, mais il faudrait qu'il tourne H24, qu'il soit connecté à Internet H24 pour pouvoir enregistrer toutes les transactions toutes les 10 minutes, tous les blocs qui seront bouclés toutes les 10 minutes. Donc, voilà un peu la seule contrainte avec un nœud Bitcoin. Il doit tourner vraiment toutes les 10 minutes. Et s'il fait un temps sans être en train de tourner, il va falloir télécharger tous les blocs qui sont passés pendant que vous n'étiez pas disponible. Voilà. Donc, votre machine va devoir d'abord télécharger tout ce qui n'était pas disponible, tout ce qui a manqué, parce qu'elle doit avoir tout l'historique de la blockchain. Donc, elle doit laisser passer aucune erreur. Aucun bloc ne doit rester hors de son historique. Et après avoir fait ça, elle va reprendre le rythme normal, bloc après bloc, toutes les 10 minutes. Voilà. Donc, ça c'était Bitcoin peut-il être piraté? La réponse directe, c'est non. Parce que même si on parle de la DAC 51, voilà, avoir 51% du réseau, avoir 51% de la puissance de calcul, il sera complètement difficile. Ça, c'est une question qui est piège parce que il faut beaucoup débattre là-dessus, beaucoup développer. Mais la réponse claire et simple, c'est non. La guerre de la Grande Fourche 2017. Bon, en 2017, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Voilà. Il y a eu ceux-là qui voulaient qu'on augmente la taille d'un bloc. On quitte de quelques mégaoctets à je ne sais pas combien. Et il y a ceux-là qui ont dit que Bitcoin n'est pas très scalable, il faut emmener la scalabilité de Bitcoin et ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup de divergences en 2017. Voilà, et ça fait en sorte qu'il y a une monnaie qui est sortie qui s'appelle Bitcoin Cash. Voilà, c'est un Bitcoin vert, ce n'est pas orange, c'est vert. C'est une nouvelle façon. Voilà, c'était une déchirure un peu brutale. Mais Bitcoin a toujours gardé son cap parce qu'il faut garder l'idée originale de Bitcoin. Donc, c'est un peu ça. Il y a eu une séparation, il y a eu beaucoup de discussions. Mais en 2017, ce n'était pas évident. Voilà, parce que c'est aussi en 2017 qu'il y a eu beaucoup de nouveaux millionnaires qui sont sortis avec Bitcoin. Comment pouvons-nous faire évoluer Bitcoin? Pour faire évoluer Bitcoin, il faut miser sur l'adoption de Bitcoin. Voilà. Tout en travaillant sur les solutions qui minent, sur les problèmes qui minent la société. Parce que Bitcoin a répondu quelque part à la crise financière de 2008, les subprimes, mais non seulement ça, Bitcoin aussi a répondu à beaucoup d'autres problèmes. Donc Bitcoin répond vraiment à beaucoup de difficultés dans la société et c'est ce qui fait en sorte que Bitcoin soit si important aujourd'hui, à l'ère où je vous parle, que toute autre monnaie qui existe sur la Terre.
parce que Bitcoin permet de faire des choses que les autres monnaies n'arrivaient pas à faire. Les systèmes bancaires n'arrivaient pas à accepter n'importe qui a créé un compte bancaire. Un SDF ne peut pas avoir un compte bancaire, mais par contre, un SDF peut avoir un smartphone. Un SDF peut avoir un smartphone qui peut avoir une connexion dans des zones Wi-Fi gratuites et il peut avoir de Bitcoin. Et quelqu'un qui est dans un village ne peut pas avoir un compte bancaire parce qu'il est loin, il est dans des zones rurales. Donc, il faut qu'il monte dans les grandes villes pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Et c'est ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui mettaient des freins pour que les gens participent à l'économie mondiale. Avec Bitcoin, tous ces freins sont carrément annulés parce qu'il suffit juste d'avoir un smartphone. Et ceux-là qui avaient des problèmes d'identité, des problèmes de papier, ne pouvaient pas aussi avoir un compte bancaire. Donc, il y a beaucoup de choses, vu qu'il y a plus de combien de milliards de personnes qui n'ont pas de pièce d'identité, ça fait un frein à l'économie mondiale. Et même avec tout ce qu'on pourrait avoir, il est difficile d'acheter un truc en Chine si tu n'as pas une carte prépayée, si tu n'as pas un compte bancaire international. Donc, c'est difficile. Et il y a ça, il y a beaucoup de choses qui freinent, même l'interopérabilité entre pays. Voilà, qu'un pays fasse une transaction avec un autre pays, il faut convertir d'abord, il faut avoir des réserves en dollars, ainsi de suite. Il y a beaucoup de critères. Mais pour faire évoluer Bitcoin, c'est d'abord réfléchir sur les solutions, les problèmes qui minent nos sociétés, pour apporter des solutions sur le code source de Bitcoin. Donc, c'est aussi simple que ça. Et au fur et à mesure que l'entreprise C2Sage va évoluer, on aura à réfléchir sur tout ça. Quelles sont les solutions que nous allons apporter pour répondre aux problèmes qui minent la société en général. Donc, Bitcoin a une valeur intrinsèque. Donc, Bitcoin, c'est difficile à répondre à cette question parce que la valeur intrinsèque de Bitcoin repose sur la fiabilité du logiciel. Le fait que le logiciel ne repose sur aucune entité centrale, ou que aussi Bitcoin n'a pas l'ambition d'être, comment je vais dire ça, quelque chose qui va garder l'attention de tout le monde, ou encore quelque chose qui va être utilisé rien que par les riches. La valeur de Bitcoin repose sur sa décentralisation, sur son ouverture à toutes les couches de la société. C'est un peu ça la chose qui est cruciale chez Bitcoin, c'est que Bitcoin est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'y joindre, à condition de juste avoir un smartphone ou un Allo, parce que le Lightning Network de Bitcoin permet d'utiliser Bitcoin dans les téléphones jetables, les petits téléphones Allo. Mais ce n'est pas encore disponible dans tous les pays. Mais c'est possible d'utiliser Bitcoin là-bas. Voilà. Donc, Bitcoin est apolitique. Ça, c'est la force de Bitcoin. Bitcoin n'est pas anti-gouvernement. Voilà. Je vais rappeler ça parce qu'il faut que les gens le sachent. Bitcoin n'est pas anti-gouvernement. Bitcoin est apolitique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de parti pris. Bitcoin n'est pas du PDG, Bitcoin n'est pas de l'opposition, Bitcoin n'est pas démocrate, Bitcoin n'est pas républicain, Bitcoin n'est pas du Front National, Bitcoin n'est pas de la droite, de la gauche, je ne sais pas de quel parti. Non, Bitcoin est vraiment une technologie qui n'a rien à voir avec les politiciens. C'est pas parce que Donald Trump dit aujourd'hui que Bitcoin est ceci, cela, que le parti de Donald Trump, c'est le parti de Bitcoin. Non, il ne faut pas comprendre ça comme ça. C'est pas parce que Donald Trump se positionne sur Bitcoin que tout son parti, c'est le parti de Bitcoin. Ce n'est pas le parti de Bitcoin. Bitcoin est apolitique, c'est-à-dire que Bitcoin n'est pas socialiste, Bitcoin n'est pas communiste, Bitcoin n'a pas un parti pris. Il faut comprendre ça, que Bitcoin, c'est quelque chose qui peut rassembler toute une famille. Dans une famille, il peut y avoir des gens qui sont de partis politiques différents, mais on peut tous parler de Bitcoin parce que Bitcoin peut nous rassembler, Bitcoin peut nous apporter des sujets d'économie, des sujets de finance, des sujets monétaires à aborder à table. C'est un peu ça la réalité de Bitcoin. Donc, Bitcoin est
politique n'a pas de parti pris. Il faut comprendre ça. Donc, investir dans Bitcoin. Pour investir dans Bitcoin, il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. La première chose à faire, c'est d'avoir le meilleur wallet. Pas le meilleur, mais un très bon wallet qui est self-custodial. Pas un wallet exchange comme Binance ou bien comme Coinbase. Non, ça c'est juste pour acheter des cryptos. Mais après, il faut le déplacer dans un wallet self-custodial. Comme ça vous permet de garder vos fonds vous-même. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez avoir une clé Ledger. Une clé Ledger, c'est une sorte de clé USB qui vous permet de stocker vos cryptos. Donc voilà. Donc, il y a des clés Ledger, il y a des puces nano qui sont aussi sorties, des cartes nano qui vous permettent d'avoir un wallet physique froid. On les appelle les portefeuilles froids. La clé USB Ledger, c'est un portefeuille froid. Il y a aussi une espèce de puce là qui est une clé froide. Il y a aussi une espèce de gadget qui est sorti, une espèce d'appareil avec un petit écran didacticiel. C'est aussi un wallet qui arrive. Donc il y a beaucoup de solutions de portefeuille froid, mais les portefeuilles chauds, ce sont les applications qui sont dans les smartphones. Donc il y a beaucoup de wallets, Samurai Wallet, il y a bitcoin.com, il y a plusieurs wallets qui existent, il y a Blue Wallet, il y a Phoenix, il y a plein de wallets, mais il faut juste savoir bien les installer et les configurer parce que savoir comment il faut sauvegarder ces mots de sécurité, ces phrases de sécurité, voilà, de récupération de vos fonds. Voilà, il faut savoir juste comment le faire. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez maintenant aller acheter des cryptos, voilà, vers des revendeurs qui vont vous donner un prix consensuel, voilà, en fonction de votre monnaie locale, ou encore vers des exchanges avec une carte Visa prépayée, vous pouvez acheter vos bitcoins. Voilà, ainsi de suite. Mais pour l'achat, lorsque vous serez prêt pour l'achat, on pourra le faire, on pourra vous montrer comment acheter les cryptos. Autogarde. Donc, l'autogarde de Bitcoin, voilà, c'est juste comment conserver tes cryptos. Hein. Voilà, il faut avoir des portefeuilles qui sont capables de garder vos cryptos, voilà, vous-même. Pas que vous reposez vos cryptos comme quelqu'un qui va ouvrir un compte bancaire, qui va donner son argent à la banque. Non. Parce que quand la banque fait faillite, mais vous n'avez plus la possibilité de récupérer vos fonds. C'est ça la réalité. Quand la banque fait faillite, vos fonds sont gelés. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien récupérer. Alors qu'avec Bitcoin, on te donne la possibilité de garder toi-même ton argent et de le conserver dans un logiciel. Ce logiciel, que ce soit un logiciel froid, comme une clé USB Ledger ou je ne sais pas autre, ou que ce soit un portefeuille chaud dans ton téléphone, tu peux conserver tes cryptos à l'intérieur sans pourtant que quelqu'un ne puisse toucher à ton argent. Maintenant, toi, tu dois juste avoir quelque chose, un document, voilà, tu dois avoir un document où tu as stocké tes phrases de sécurité. Et voilà, une fois que tu as ça, tu es sûr que même si ton téléphone est volé, il te suffit d'acheter un autre smartphone et de télécharger le même logiciel dans la même application dans ton smartphone et tu vas récupérer tes fonds. C'est aussi simple que ça. Comment Bitcoin encourage la production d'énergie? Aujourd'hui, avec la critique populaire qui a été prononcée sur Bitcoin, sur laquelle Bitcoin demande trop d'électricité pour générer, pour miner le secteur du minage, parce que Bitcoin exploite le minage, utilise le minage comme moyen de fonctionnement de façon open source. Voilà. Si Bitcoin aujourd'hui est open source, c'est parce qu'il repose sur le minage. S'il n'y a pas les mineurs, Bitcoin ne peut pas tourner. En fait. En réalité, c'est ça. Si tous les mineurs de la Terre arrêtent complètement, ce sera un stop leur machine et qu'il n'y a pas un seul mineur qui tourne, ce sera compliqué. Donc voilà, parce que il faudrait qu'il y ait un minimum un mineur qui tourne pour que toutes les transactions soient validées. Donc voilà, c'est un peu ça, un peu la contrainte. Donc il faut que les mineurs continuent à tourner. Maintenant, aujourd'hui, avec cette critique, beaucoup d'ingénieurs dans l'écosystème du minage se sont lancés dans l'énergie propre. Voilà. D'autres vont chercher l'énergie non utilisée, les centrales,
que ce soit des barrages ou des centrales hydroélectriques ou des barrages hydroélectriques ou des centrales nucléaires, et ainsi de suite. En tout cas, l'énergie qui n'est pas, le surplus d'énergie, beaucoup utilisent le surplus d'énergie, beaucoup vont vers des énergies propres, comme des panneaux solaires, des éoliennes, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui vont maintenant dans le sens de rendre Bitcoin producteur d'énergie propre pour son exploitation minière. Le Bitcoin, c'est la liberté, évidemment, évidemment. Quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat, j'ai appris que dans l'entrepreneuriat, tu allais vers la liberté financière. C'était un peu ça le concept. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, tu vas vers la liberté financière. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de liberté financière ou de liberté tout court si tu n'as pas le pouvoir sur ton portefeuille, si tu n'as pas le pouvoir sur l'argent que tu utilises, sur l'argent que tu gagnes. Si tu n'as pas le pouvoir sur cet argent, tu n'as pas de liberté. Parce que si ton argent est dans des comptes bancaires à UBA, à Orabank, à Ecobank, ainsi de suite, si ton argent est là-bas, le gros de ton argent est là-bas, tu n'as pas de liberté, tu ne peux pas te déplacer dans le monde. Voilà. Parce que la banque, il faut qu'elle soit représentée dans le pays où tu veux aller pour que tu puisses faire les retraits. C'est ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est un peu des contraintes, voilà, et des barrières qui font que les comptes bancaires, la liberté financière n'était pas bien définie au début. Mais avec l'arrivée de Bitcoin, on a une meilleure définition de la liberté financière et de la liberté en général. La liberté, c'est de pouvoir avoir avoir son propre argent avec soi-même partout où tu te déplaces. Avec Bitcoin, tu as ton Bitcoin partout où tu te déplaces. Donc, c'est ça la liberté. Tu peux aller dans n'importe quel pays. Une fois que tu es allé sur la map, la BTC map, c'est-à-dire que la carte Bitcoin mondiale, tu vas voir des points qui montrent où Bitcoin est accepté, que ce soit dans les hôtels, dans les restaurants, peu importe, dans les magasins, et ainsi de suite. Une fois que tu as localisé un pays où il y a l'acceptation de Bitcoin, tu peux aller dans ce pays, y vivre et faire tes achats en Bitcoin. Aussi simple que ça. C'est ça la liberté, au fait. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir la confirmation d'un banquier pour faire tes retraits financiers. Tu n'as pas besoin d'avoir la confirmation d'un banquier pour acheter X ou Y chose. Donc, c'est ça la liberté qu'offre Bitcoin, d'être ouvert au monde et de pouvoir faire des transactions avec qui est dans le monde 24 jours sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur l'année. Voilà. Donc, et si Bitcoin est interdit? Et si Bitcoin est interdit? Ben, Bitcoin ne peut pas être interdit. Voilà. Bitcoin ne peut pas être interdit parce que tout simplement, c'est un logiciel open source qui fonctionne sur Internet. Bitcoin n'a pas un bâtiment quelque part qu'on peut aller perquisitionner et confisquer les machines. Non. Bitcoin, si les fermes aux États-Unis sont bloquées, il y a des fermes en Russie qui vont tourner. Il y a des fermes en Inde qui vont tourner. Il y a des fermes en Afrique qui vont tourner. Il y a des fermes en Europe qui vont tourner. Donc, si Bitcoin est bloqué en Russie, les fermes Bitcoin sont bloquées en Russie, chose que je ne pense pas que ça sera possible parce que Vladimir Poutine, voilà, il y a, comment je vais dire la région, là, dans la ville de, j'oublie encore cette ville, merde. Donc, il y a une ville en Russie, voilà, qui est une grande ferme de minage. Donc, ça, c'est une grande ferme de minage qui est reconnue, qui a l'une des plus grands. Qui a l'un des plus grands taux d'énergie dépensés, voilà, pour le minage de Bitcoin. Donc, c'est une ville, je crois que c'est Sébastopol, je ne sais pas trop. C'est une ville qui a beaucoup d'énergie. Voilà. On sait que la Russie est un pays qui produit de l'énergie, donc est un producteur d'énergie. C'est une ville qui a beaucoup d'énergie et qui permet en sorte que la Russie puisse produire en quantité de l'énergie pour le minage. Donc, Bitcoin ne peut pas être interdit. En gros, c'est ça. Comment fait-il avancer la race humaine? Bitcoin nous fait avancer vers
une digitalisation des services financiers. Bitcoin nous fait évoluer en fait. Bitcoin nous fait passer un cap. Parce que nous sommes en train de vivre une transition monétaire internationale. C'est historique dans l'histoire de l'humanité. On passe de la monnaie physique à la monnaie numérique. On passe de la monnaie papier à la monnaie numérique, à un simple code, à des nombres et des chiffres, voilà, cryptés. On passe de l'impression à la cryptographie. C'est un peu ça ce que Bitcoin fait. Et pour cette transition, il faut qu'on soit aussi dans une transition mentale. On accepte le fait qu'on quitte d'un standard, d'un paradigme à un autre paradigme. Le paradigme monétaire qu'impose Bitcoin, il est vraiment très important parce que accepter Bitcoin, c'est accepter de s'exposer aux pirateurs, aux hackers. Et c'est ça aussi la réalité. Si tu acceptes Bitcoin, tu dois accepter de t'éduquer, tu dois accepter de te former, tu dois accepter aussi de comprendre ce nouveau paradigme parce que si tu ne l'acceptes pas, tes enfants vivront dans ça. Et si tu n'es pas prêt, tes enfants seront des victimes. Si tu ne t'apprêtes pas, tes enfants seront des victimes. Parce que demain, celui qui dominera le monde, c'est celui qui aura la meilleure connaissance au meilleur moment. Si tu n'es pas prêt à accepter Bitcoin aujourd'hui, tes enfants vivront dans ça. Et quand ils vivront dans ça, ils seront exposés, ils seront des victimes. Ils vont devoir apprendre d'eux-mêmes, de leurs erreurs. Mais le problème, c'est que lorsque eux, ils vont apprendre, toi, tu ne pourras pas les aider. Au fait, ils seront au moment où ce sont eux qui devront t'apporter quelque chose. Tu seras certainement vieux ou quoi que ce soit. Tu seras certainement vieux. Et tu devras attendre beaucoup de tes enfants. Mais tes enfants vivront dans un monde où, à la moindre erreur, c'est tout leur compte qui est siphonné. Si c'était de l'argent qu'ils devaient t'apporter en bitcoin ou en quoi que ce soit, mais ils ne pourront rien t'apporter parce que s'ils commettent la moindre erreur, par ignorance, tout leur compte est siphonné. Le hack, à leur période, sera très évolué. La période de nos enfants et de nos petits-enfants, le hack sera très évolué. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas droit à l'erreur. C'est à nous d'apprêter. Nous sommes encore vivants, nous assistons à la transition. Si nous assistons à cette transition monétaire et ce paradigme monétaire, il faut qu'on soit même capable de développer une intelligence qui va nous permettre de parler de l'argent à nos enfants à la maison et de les montrer cette technologie, de les apprendre cette technologie, afin qu'ils soient prêts aux réalités de leur siècle, de leur période, de leur génération. Donc, voici comment Bitcoin fait avancer la race humaine. Pourquoi Bitcoin plutôt qu'une autre crypto-monnaie? Pourquoi Bitcoin plutôt qu'une autre crypto-monnaie? Parce que Bitcoin, c'est la seule qui repose sur un concept solide. Voilà. Bitcoin, c'est la seule crypto qui aujourd'hui a plusieurs caractéristiques. C'est une monnaie, c'est un réseau de paiement, c'est une nouvelle forme d'argent, c'est un réseau de paiement, c'est à la fois une banque. Et aujourd'hui, c'est une réserve de valeur en plus. Donc, Bitcoin est devenu une réserve. Aujourd'hui, tu entends des personnes comme Larry Fink, qui est PDG de la plus grosse entreprise qui existe au monde, l'entreprise la plus puissante du monde, qui gère plus de 10 000 milliards de dollars. Voilà, 10 000 milliards de dollars, c'est la capitalisation de l'entreprise de Larry Fink. Donc, ça fait que son entreprise, elle est tellement puissante que si son PDG, et c'est une entreprise qui fait dans la gestion d'actifs, c'est carrément un truc de malade. Lui, il dit que Bitcoin is a digital gold. C'est de l'or numérique. Donald Trump s'est positionné aussi sur cette déclaration. C'est de l'or numérique. Michael Saylor, que j'aime beaucoup, voilà, c'est quelqu'un qui m'a permis de comprendre Bitcoin avec son académie Saylor Academy. À la Saylor Academy, j'ai obtenu mon certificat là-bas. Si aujourd'hui je parle comme Bitcoiner certifié, c'est grâce à la Saylor Academy. Donc, son fondateur qui est Michael Saylor, qui est PDG d'une entreprise qu'on appelle MicroStrategy. Donc, son entreprise est aussi un gestionnaire d'investissement, mais qui a une particularité d'acheter des bitcoins à chaque fois. Donc, et ils publient leur rapport d'achat de bitcoins chaque fois sur Twitter pour montrer à la face du monde qu'eux, ils sont très actifs sur ça. Et Michael Saylor,
il a dit Bitcoin est la deuxième jambe de son entreprise. Donc, dans son entreprise, il a instauré un système. Une jambe, c'est tous les autres assets, tous les autres actifs qui existent, gestionnaire d'actifs, tout dans les micro-stratégies qu'il propose, son service. Et l'autre jambe, c'est Bitcoin. Donc, la solidité de son entreprise repose sur aussi l'achat de Bitcoin. Il achète des bitcoins chaque fois et il publie son rapport chaque fois qu'il achète de nouveaux bitcoins. À la fois, il publie la quantité qu'il achète, à la fois, il publie le total qu'il possède. Donc, lui aussi, pour lui, il considère que Bitcoin, c'est de l'or numérique. Et qui dit or numérique dit quelque chose qui a de la valeur et qui va prendre de la valeur au fur et à mesure. Donc, ça, c'est l'idée. Défi sur Bitcoin. Donc, la finance décentralisée s'est installée sur Bitcoin avec beaucoup de services, ainsi de suite. Donc, sur ça, on ne va pas beaucoup discuter là-dessus. Et on a hyper bitcoinisation, la vie sous le standard de Bitcoin. Bon, la vie sous le standard de Bitcoin, c'est pas fait pour maintenant, mais ça va venir, voilà, au fur et à mesure que nous, qui prenons l'éducation Bitcoin, allons continuer à éduquer les gens sur Bitcoin, sur les réalités de Bitcoin, parce que Bitcoin est passé d'une nouvelle forme d'argent à un réseau de paiement et à une banque personnelle. Aujourd'hui, Bitcoin est une réserve de valeur. Ce qui veut dire que quand tu possèdes du Bitcoin, tu n'as plus vraiment envie de vendre ou d'acheter des services avec Bitcoin. Tu n'as plus besoin d'acheter du riz, du pain, des voitures, ainsi de suite avec Bitcoin. Si tu achètes cela avec Bitcoin, les Bitcoins que tu possèdes, c'est juste parce que tu as envie de marquer ton nom dans l'histoire que j'ai acheté une voiture avec des Bitcoins ou j'ai acheté ceci avec des Bitcoins. Comme celui qui avait dépensé 10 000 Bitcoins en 2010 pour acheter une pizza, tu vois, l'espèce de plaque avec 2 pizzas à l'intérieur. Mais c'était 2 pizzas qui étaient à l'intérieur, et ça faisait 30 dollars en tout, ou 40 dollars comme ça, et il avait dépensé 10 000 bitcoins pour ça. Sauf si tu veux rentrer dans l'histoire comme ça. Parce qu'il y a des gens qui achètent des voitures pour rentrer dans l'histoire, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tout ce que les gens font sur Bitcoin, c'est des choses qui les poussent qui les font rentrer dans l'histoire. Toi, même si tu achètes 50 dollars Bitcoin, tu rentres dans l'histoire de Bitcoin. Parce que ta transaction est dans les archives de Bitcoin. C'est vérifiable. Tu as un hash rate de ta transaction que tu peux partager à n'importe qui pour dire moi, telle période, j'avais acheté du Bitcoin. C'est ça l'histoire de Bitcoin. L'histoire, c'est que Bitcoin te fait rentrer dans une nouvelle dimension. Alors que quand tu achètes du pain, tu ne peux pas aller montrer que tu as acheté du pain. Tu peux amener la personne sur le boutique que voilà, j'ai acheté du pain avec des CFA, avec tel billet. Le boutiquier peut te dire, moi je ne te reconnais plus. Il y a tous les gens qui rentrent ici, je ne sais pas si tu es passé dans ma boutique. Alors qu'avec Bitcoin, si tu achètes quelque chose avec Bitcoin, il te suffit de prendre la transaction et le hash rate de ta transaction et de le montrer à quelqu'un. La personne va confirmer que oui, c'est toi, parce que ça sort de ton portefeuille, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Bitcoin fait rentrer les gens, fait rentrer tout le monde dans l'histoire. Mais si tu veux rentrer dans l'histoire, tu dois pouvoir comprendre cette technologie, tu dois l'apprendre et l'étudier. Et nous sommes là pour t'accompagner dans cette mission. Donc, voici un peu le cours. J'espère que ce cours t'a aidé à comprendre Bitcoin et qu'après ça, on pourra discuter maintenant sur le challenge. Le challenge, il est très simple. Je vais mettre un quiz dimanche. Voilà, dimanche matin, je vais mettre un quiz. Il faudrait que tous ceux qui vont regarder ce quiz puissent répondre à ce quiz pour qu'ils aient leur certification. Vous allez avoir votre certificat qui va être publié avec votre nom. Vous allez envoyer votre nom en complet. Comme ça, je vais remplir ça dans le certificat et ainsi de suite. Je vais donner chacun son certificat. Ça sera posté dans le forum Cédosage LTD. Donc, on se voit dimanche pour la prochaine vidéo et pour le quiz et les certificats pour que le lundi de la semaine prochaine, vous commencez le challenge, tentez de gagner vos 1 million de francs CFA. Donc, c'est le challenge commence lundi prochain et si vous remportez ce challenge la semaine prochaine, vous avez 2 millions de francs CFA. On sait tous comment ça se passe. C'est 2 millions une semaine, 1 500 000 le mois et 1 million jusqu'en décembre. Donc, c'est comme ça. Apprêtez-vous à travailler
concentrez-vous, soyez focus. Si tu n'as pas regardé la formation sur la vente, vas-y regarder la formation sur la vente. Voilà, c'est indispensable pour toi de regarder la formation sur la vente. On lance ce challenge pour aider les gens. Je ne veux pas que chacun ici puisse se plaindre de quoi que ce soit. On lance ce challenge pour aider les gens, c'est pour apporter de la valeur aux gens. Si je veux recevoir quelque chose, je dois être capable de donner quelque chose aux autres pour que les autres comprennent ce que j'ai envie de passer comme message. Mon message, c'est de voir les Gabonais réussir et de voir les Gabonais comprendre Bitcoin parce que nous sommes à une période cruciale de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque de nos pères et nos mères ou nos grands-parents. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose d'historique dans le monde. Les relations internationales sont en train de se bousculer. Et il est temps pour vous et pour nous tous de comprendre la réalité du paradigme. Le dollar est en train d'être abandonné dans les transactions d'achat de pétrole. Le dollar est en train d'être abandonné comme la monnaie internationale de transactions et de commerce. Le dollar est en train de subir quelque chose de très mauvais. Pourquoi? Parce que le dollar a été constaté comme monnaie qui finance les guerres, comme monnaie qui met les gens, qui a servi les gens. Donc aujourd'hui, il est crucial pour nous de comprendre que beaucoup d'États ont réalisé qu'il y avait des alternatives. La Russie a décidé d'utiliser le Bitcoin comme moyen d'achat et de transfert de valeur à l'international. C'est-à-dire que si tu vas acheter des choses, si le Gabon va acheter des choses avec la Russie, le Gabon doit acheter des choses en Bitcoin avec la Russie. Soit le Gabon paye en rouble avec la monnaie russe, c'est-à-dire le Gabon achète du rouble pour acheter des services à la Russie, soit le Gabon achète des bitcoins pour acheter des services ou des marchandises avec la Russie. Et c'est pareil pour l'Arabie Saoudite, c'est pareil pour la Chine, c'est pareil pour beaucoup de pays. Et Donald Trump veut que les États-Unis deviennent la superpuissance du Bitcoin. Ça là, il ne faut pas que nos pays laissent passer cette opportunité. Il faut que nos pays se positionnent aussi dans ça. Tout comme le Salvador a décidé d'acheter un Bitcoin tous les jours. Un Bitcoin tous les jours. Donc je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais ils ont déjà lancé le projet, ils achètent un Bitcoin tous les jours. Donc soyez-en sûrs, c'est que la vie, elle appartient à ceux-là qui prennent des risques dans leur éducation, qui prennent des risques dans leur adaptation aux enjeux du moment. Donc, éduquez-vous sur la vente, participez au challenge, suivez ce challenge et ceux qui ne veulent pas prendre part au challenge, je vous en prie, prenez tranquillement la route de la sortie du groupe. Voilà, ne restez pas là et on va vous compter parmi ceux-là qui sont en train de participer au challenge alors que vous ne participez pas au challenge. Vous ne lancez pas des communications de vente. Les premiers clients sont ceux de vos répertoires, sont ceux de vos groupes WhatsApp. Vous êtes dans plusieurs groupes WhatsApp. Vos premiers clients, ils sont là-bas. Vos premiers clients sont dans votre répertoire. Voici vos premiers clients. Vous commencez avec 100 par semaine, ou encore 200 par semaine, ou encore combien par semaine, vous envoyez des messages, Vous établissez des bons messages, vous rédigez des bons messages. Vous dites la formation est certifiante, elle coûte juste 50 000 francs. Vous envoyez tous les avantages de la formation. Elle parle de ceci, elle parle de cela, mais au lieu de présenter rien que la formation, vous rentrez d'abord en contact avec la personne, vous discutez avec la personne, vous cherchez à savoir les problèmes de la personne, que rencontre cette personne. Désolé de vous contacter à l'improviste, voici vous parlez. Très clairement, et si vous êtes quelqu'un qui est habitué à vendre, qui a des compétences de vendeur, ça va vous aider beaucoup. Donc, la formation sur la vente, elle est disponible, allez la regarder. Voilà. Donc, voici, on se voit dimanche pour une autre vidéo. Et cette vidéo, le dimanche, on va donner le résultat de ceux qui vont prendre part au challenge parce que c'est grâce au certificat que je saurai que tant de personnes, ceux qui auront répondu au quiz, auront des récompenses sur Bitcoin. Voilà, seront considérés comme les participants du challenge. Ceux qui ne vont pas répondre ne seront pas considérés comme les participants du challenge. Donc, on va vérifier ça dimanche pour ceux-là qui vont prendre part au challenge. Donc, c'est Cedrosage LTD
et par son fondateur Cédric. On se voit dimanche.